Commençons par le commencement. HP. Des initiales qu'on voit partout en ce moment, mais ça veut dire quoi? HP comme haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, entre autres appellations pour parler de ces personnalités hyper sensibles, hyper émotifs, hyper complexes, hyper intelligents, hyper sensoriels, hyper absolus. Mais alors comment aiment-ils ces êtres-là? Ceux pour qui les joies sont des euphories, les tristesses des désespoirs infinis, ceux pour qui l'amour est vécu et espéré comme magique et tragique à la fois, ceux qui aiment trop au point d'en mourir et d'en renaître plusieurs fois dans leur vie. Et qu'en est-il de leur bonheur amoureux à ces hommes et ces femmes qui vivent l'amour comme une expérience transcendantale, qui aiment comme un art, comme une esthétique, et dont le cerveau tangue au rythme effréné mais jamais à court de souffle de leur cœur amoureux et de leurs amours ô combien intenses. Bienvenue dans le premier épisode des Amours HP. Je suis Sarah B. et tous les mardis, je vous propose d'apprivoiser l'amour et ses phénomènes version hyper. Et pour démarrer ce tout premier épisode des Amours HP, je vous propose d'introduire, ou plutôt d'inventer un nouveau terme, les HPA. On pourrait traduire ça par les hyper amoureux. Parce qu'ici, on ne va parler que d'amour et de tout ce qui gravite autour de ce concept qui embrasse depuis la nuit des temps, l'art, le cinéma, la littérature, la philosophie, la mythologie et puis de plus en plus la spiritualité, le développement personnel. L'amour, c'est cet état de conscience au visage multiple qui nous propulse dans des contrées inédites. Et c'est presque comme si à chaque nouvelle rencontre, on pouvait entrer dans un nouveau paradigme, avoir une nouvelle vision du monde, comprendre quelque chose de nouveau, de soi, de l'autre, du monde. Il y a quelque chose de très métaphysique dans la rencontre amoureuse finalement. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est: y a-t-il de l'humain sans amour? Alors ça fait un peu penser à la question de l'œuf ou la poule, hein, qu'est-ce qui existe en premier? Mais du coup, au-delà de l'aspect un peu naïf et guimauve de la question, peut-être que le premier constat, entre guillemets, biologico-romantique qu'on pourrait faire, c'est que tout naît d'une histoire d'amour. En tout cas, tout naît de l'union, tout naît de la réaction entre deux composantes. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout naît du lien. Le lien à l'autre, le lien au monde, le lien aux choses, à la matière, aux idées. Et finalement, cet objet-là, l'amour, si on considère que c'est ce qui relie l'homme au reste, ce qui est extérieur à lui, en cela, l'amour est donc créateur de quelque chose. Il transforme, il transmute, il engendre l'existence de quelque chose d'inédit entre deux objets, ici entre deux êtres. Et à travers ce rapport-là, est éprouvée en soi l'expression simultanée et vertigineuse de l'intime, du subjectif, l'être dans tout ce qui le constitue de plus unique, singulier, de plus fini, mon corps, mon esprit, et aussi de sa dimension transcendantale, l'accès à autre chose, un autre corps, un autre esprit. Être amoureux de quelqu'un, ou l'aimer, on fera peut-être la nuance entre les deux mots plus tard, ça n'est jamais que l'expérience la plus subjective qui soit. Ses sensations, ses perceptions, ses envies, son désir, ses aspirations, ses espoirs, ses peurs, etc. Tout ça, ça n'appartient qu'à soi. Et pourtant, c'est ce qu'on va attribuer, ce qu'on va projeter plus ou moins sur l'autre.
Finalement, tomber amoureux de quelqu'un, c'est par nature toujours l'expérience du soi. Et il y a donc dès la rencontre amoureuse une dimension absolument tragique. L'autre n'est pas soi. Alors qui est-il? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il veut lui? Que dois-je faire? Il y a tout un tas de questions, souvent, des questions souvent sans fin qui vont se mettre en place à ce moment-là. Et on y reviendra plus précisément dans d'autres épisodes sur cette question des questionnements, justement, souvent anxiogènes d'ailleurs, et la notion d'expérience de l'altérité, de ce besoin de fusion, c'est les HP. On y reviendra. Mais finalement, dès lors qu'on pose cette réalité, l'autre n'est pas moi. On peut dessiner les contours d'une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi les HP vont éprouver, a priori, des amours plus intenses ou en tout cas plus complexes. Eh bien d'abord, il y a chez les HP un mode d'appréhension du monde, un prisme de rapport au monde et à l'autre éminemment affectif. Alors on va les appeler les amoureux de l'amour ou de manière un peu plus malheureuse et pas toujours vraie, on va les appeler les psychodépendants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il n'y a pas d'affect, quand il n'y a pas d'enjeu affectif, quand il n'y a pas d'investissement émotionnel, il n'y a aucun intérêt à faire les choses. Il n'y a aucun intérêt à parler avec quelqu'un quand c'est pas passionnant, donc émotionnellement impliquant. Il n'y a pas de raison d'agir quand on n'est pas passionné par quelque chose, on ne le fait pas. Il n'y a pas d'intérêt à étudier. Souvent, au moment des études et même de la petite enfance, on va vraiment choisir ce qui nous passionne et ne rien faire dans ce qui ne nous passionne pas du tout. Bref, pour un HP, la dimension affective, donc finalement la dimension d'amour dans les choses, est extrêmement important. C'est un des premiers prismes par lequel il appréhende le monde et par lequel il donne un sens. Et tous les auteurs qui se sont penchés sur ce sujet en parlent très bien et développent ces thèses. Christelle Petit-Colin, Jeanne Siot-Fachin, j'espère que je prononce bien son nom, entre autres. Finalement, là où tout le monde s'accorde un petit peu sur cette hypothèse HP, c'est qu'un HP a besoin et va rechercher partout et tout le temps dans sa vie, dans toutes les dimensions de son existence, l'implication affective des choses. Et à ça vient se greffer une autre caractéristique spécifique au profil HP, l'hypersensorialité. Les hyperperceptions. Alors les hyperperceptions externes, les sensations de bruit qui sont trop forts, qui étourdissent, des odeurs trop fortes, quoi d'autre encore, des présences qui oppressent, mais aussi ce qu'on va appeler l'introception, c'est-à-dire les perceptions internes. On pourrait le traduire comme un flux d'informations dans le cerveau, permanent, sans discontinuité, et c'est comme si, pour vulgariser un peu, un cerveau HP et son corps, ses sens, et donc ses émotions, étaient branchés en permanence sur une fréquence hyper haute, au volume maximum. Et on va rajouter à ça une efficience intellectuelle ou mentale, c'est-à-dire que ce cerveau qui reçoit autant d'informations dans des volumes tellement énormes, il est aussi capable, dans une certaine mesure quand même, de le gérer. Donc il va y avoir une prédisposition à une pensée qui va vite, à une pensée qui conceptualise, qui analyse, une pensée qui est précise aussi, et on va avoir une immense arborescence. Une idée en amène 1000, et ces 1000 idées vont avoir 1000 ramifications à d'autres 1000 idées qui vont former 1000 hypothèses pour nous amener à 1000 conséquences. Et c'est quelque chose qui peut dépasser, mais qui en même temps est extrêmement stimulant. Alors du coup, lorsqu'il s'agit de la question amoureuse, on comprend bien que ce type de câblage HP, si on a envie d'adopter un vocabulaire qui convoque plutôt une hypothèse neuroscientifique, moi j'aime bien parler de logiciel.
ben, on comprend bien que tout ça, toute cette spécificité HP, ça génère des amours spécifiques. Alors moi, j'aime l'idée d'imaginer, ou plutôt de proposer cette analogie, que ces amours HP sont un peu comme des amours qu'on pourrait qualifier d'amours adolescentes. Alors je m'explique. Euh, A priori, dans la pensée collective, quand on pense à un adolescent, l'adjectif adolescent, ça ramène immédiatement à une idée de période de crise, une période d'entre-deux. L'adolescence, c'est ce moment finalement où on cohabite en soi avec l'enfant qu'on n'est plus, l'adulte qu'on n'est pas tout à fait encore, qui n'est pas construit en nous. C'est une étape transitoire qui va engendrer un changement de paradigme en soi. Et c'est assez inconfortable parce qu'on est coincé entre la mélancolie d'un monde qu'on quitte, un monde finalement de pureté, d'innocence, de contemplation, et l'euphorie vivace, ou peut-être la peur effroyable de tout ce qu'il y a à conquérir, de tout ce qui n'existe pas encore. Et tout ça, ça va se jouer dans un cocktail chimique, un cocktail hormonal assez époustouflant, avec tout ce que ça engage de mouvements d'émotions. Alors évidemment, tout ça c'est volcanique, parfois violent, bouleversant en tout cas. Et c'est pour ça que j'aime cette idée de définir les amours HP comme des amours adolescentes, non pas parce qu'elles sont immatures, quoique on pourrait se pencher sur la définition de ce mot-là, et puis finalement, c'est quoi la nature de l'attachement chez les HP, hein? On pourrait parler de tout ça. Mais c'est surtout parce que précisément, quand on est HP, à travers l'expérience de l'amour, on va venir vivre et revivre à chaque fois ce type de bouleversement interne. Tomber amoureux, c'est faire l'expérience simultanée de la rencontre avec l'autre, celui qu'on ne connaît pas encore, mystérieux et prometteur, et de l'abandon de qui on était avant lui. Et ce mouvement-là, du soi vers l'autre, avec l'espoir du mouvement de l'autre vers soi, c'est faire l'expérience presque ontologique de sa finitude, de son incomplétude originelle, constitutionnelle. Quand on rencontre l'autre, l'amoureux, il vient remplir le corps et le cœur et l'esprit ou l'âme de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne sommes pas sans lui. Alors lorsqu'on le rencontre, c'est en même temps magique, créateur, spirituel même. Ça génère une puissance inédite, la conscience de quelque chose qui va au-delà de nous, avec cette même conscience aussi que par nature, on reste amputé de lui. Alors on évoquera ça dans un épisode. On parlera du banquet de Platon avec cette idée des corps séparés et de cette recherche originelle de fusion, d'éternité. Mais dans le vécu amoureux, il y a en même temps la nécessité d'abandonner, de faire le deuil, ou en tout cas de renoncer momentanément à sa condition de naissance solitaire, à son corps solitaire, mais aussi et surtout à sa souveraineté intérieure, à sa toute-puissance sur soi-même, comme un enfant, ou tout simplement à renoncer à sa liberté. Et ça peut être grisant comme ça peut être effrayant, parce qu'on sait qu'avec cet autre, le monde change. Une troisième entité naît, le couple, ou tout simplement le nous. Et ce nous, c'est ce mouvement créateur de quelque chose d'inédit et d'inconnu, ce quelque chose qui n'existe qu'à la condition de mon lien avec l'autre et qui va venir m'anoblir ou en tout cas m'adjoindre une fonction, une mission, un rôle, une méta-identité si on veut. L'amour, ça donne du sens. Ça me donne du sens, ça donne du sens aux choses, ça donne du sens à l'être. Et pour un HP, la quête de sens,
la quête de densité existentielle, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de sérieux. On ne badine pas avec l'amour quand on est HP. Tomber amoureux, c'est faire l'expérience simultanée de la vie et de la mort. Y a-t-il une expérience plus transcendantale, plus divine, plus puissante que celle-ci? Y a-t-il une expérience plus humaine? Et la particularité de ce profil d'IHP, c'est que tout cela, tout ce qu'on vient de dire, va être conscientisé, conceptualisé, analysé et pire, ou meilleur, ça dépend quelle histoire on a envie de raconter sur les HP. Mais tout ça, ça va être ressenti, éprouvé au volume HP. Alors on comprend bien pourquoi ces amours-là sont aussi sublimes, contemplatifs, euphoriques, magiques, magnifiques, que tragiques et parfois destructeurs. Que se passe-t-il quand on ressent et qu'on vit les choses de cette manière-là? Que se passe-t-il si les amours sont contrariés? Que se passe-t-il si les amours sont trahis et conduits? Et que se passe-t-il au contraire si ces amours-là se stabilisent, se concrétisent, deviennent réels, si ces amours se posent? Dans les deux cas, on ne va pas vivre ni les mêmes histoires, ni avoir les mêmes monologues amoureux, pour ne pas dire monologues internes. Et puis, puisque le vécu, c'est aussi le vécu du corps, on le sait, l'amour, la rencontre amoureuse, c'est l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine. Qu'est-ce qu'on va ressentir en fonction de ça, si ça marche ou si ça marche pas? Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'avec tout ce que la question de l'amour engage, émotionnellement, philosophiquement, avec ses enjeux métaphysiques, psychologiques, comportementaux, etc., l'amour n'est pas par nature simple pour le cerveau HP. Il n'y a ni règle de l'amour, il n'y a ni fin de l'amour. Qui sait quand est-ce et comment ça se finit? Il n'y a pas de mécanisme, pas de règle logique à tout ça. Enfin, pas dans l'expérience subjective en tout cas. Quand on a un cerveau HP, tout ça, ça peut créer des obsessions, des résistances. Ce sont d'ailleurs ces mêmes obsessions qui habitent l'artiste qui cherche à toucher la vérité dans son art, à créer, à modéliser une idée. C'est là aussi une quête de transcendance qui passe par le corps, qui passe par l'âme, l'accès à autre chose, l'union de l'idée et de la matière pour créer une réalité dont on ne verra jamais la fin, qu'on n'aura jamais fini. Il y a énormément d'analogies à faire entre l'art et l'amour. D'ailleurs, on dit souvent que l'amour est un art et que l'art peut même sublimer, au sens freudien, la quête de la pulsion amoureuse ou la pulsion sexuelle. On parle beaucoup d'orgasme intellectuel, d'orgasme créatif. Cette notion de flow aussi dont on parle chez les profils HP. On y reviendra parce que lorsque l'on éprouve l'amour de cette manière pluridimensionnelle et philosophique pour faire court, il y a une vraie question, c'est comment le vivre dans le réel. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Et ce sera l'objet, entre autres, de nos prochains rendez-vous. Alors, si on devait retenir quelque chose, et peut-être une seule de tout ça, ce serait que lorsqu'on est hyper, HPA, l'amour n'est ni une aventure, ni un amusement, ni aussi léger que beaucoup d'autres parviennent à le vivre. C'est une question existentielle, c'est l'expérience la plus absolue de cette vivance qui nous habite, cette rencontre de la psyché, de l'âme et du corps, et c'est sentir à quel point le sens de la vie ne peut se passer de l'idée du lien, de la reliance à l'autre. L'amour, c'est probablement l'expérience la plus humaine des expériences humaines. C'est vivre et mourir à la fois, c'est plonger dans les promesses infinies des yeux d'un autre être, avec ce sentiment déjà là, qu'on ne pourra qu'essayer de les atteindre. Équation insoluble,
Intuition impermanente, représentation impossible, certitude utopique, l'amour, c'est exactement ça. C'est tout ce qui nous échappe inéluctablement, mais qui nous mène à l'infini. Alors, amoureux hyper et amoureux de tous bords, réjouissez-vous. L'amour est partout.